J'ai regardé ma sœur mendier une dernière fois, ses yeux rougis par les larmes factices, et j'ai claqué la porte de mon appartement sans un regard en arrière. C'était la fin d'une dette que je n'avais jamais contractée. Mes parents, ces saints autoproclamés de la banlieue lyonnaise, l'ont recueilli comme une brebis égarée, oubliant que c'était moi qui payais leurs factures depuis des années pour qu'ils ne sombrent pas dans la misère qu'elle incarnait. Et là, dans le silence de ma cuisine immaculée à Paris, j'ai décidé de les brûler tous vifs, pas avec des flammes, mais avec la vérité qu'ils avaient enterrée depuis 30 ans, une bombe à retardement qui allait exploser leur petit monde hypocrite en miettes sanglantes. C'était un mardi de juin, l'air lourd de cette humidité lyonnaise qui colle à la peau comme un reproche. J'avais 28 ans, un poste de consultante en finance chez une banque d'affaires du boulevard Haussmann, et un compte en banque qui gonflait plus vite que les regrets de ma famille. Paris m'avait adopté, avec ses rues pavées luisantes sous la pluie fine et ses cafés où l'on commande un café serré en feignant l'indifférence face au chaos du monde. Mais ce mardi-là, ce n'était pas la tour Eiffel qui m'oppressait, c'était un appel de ma sœur, Élise, dont le numéro s'affichait sur mon écran comme une tache de vin sur une nappe blanche. « Camille, s'il te plaît, juste 5000 €. Les créanciers me harcèlent, je vais finir à la rue. » Sa voix, ce mélange de sanglots et de reproches, me vrillait les tympans. Je l'imaginais dans son studio minable du quartier de la Guillotière, entouré de factures froissées et de bouteilles de vin bon marché vides. Élise avait toujours été comme ça, la grande sœur prodigue, celle qui dépensait l'héritage de grand-mère en sac à main contrefait et en nuit folle à la boîte de nuit, pendant que moi, la petite dernière, je comptais chaque centime pour entrer à Sciences Po. Je raccrochais sans un mot, le cœur battant non pas de pitié, mais d'une rage sourde qui remontait des tripes. 5000 €? C'était le prix d'un mois de loyer pour elle, mais pour moi, c'était le symbole de toutes les fois où j'avais renfloué le bateau familial. Papa, ancien prof de philo à la retraite, et maman, qui tricotait des écharpes pour compléter sa pension, m'appelaient toujours en premier quand les fins de mois étaient trop courtes. « Tu gagnes si bien, ma chérie, juste un petit coup de pouce. » Et Élise? Elle, on la plaignait. La malchanceuse, la victime des circonstances. Comme si ces 3 emplois perdus en 2 ans en serveuse, téléprospectrice, puis rien du tout n'avait pas été le fruit d'une paresse chronique, d'une addiction aux jeux en ligne qui la vidait plus vite qu'un aspirateur. Je m'assieds à mon bureau, face à l'écran où défilaient des tableaux Excel impeccables, et je composais le message fatidique, « C'est fini, Élise. Plus 1 centime. Assume tes erreurs. » Sa réponse arriva en rafale, des insultes d'abord ingrates, froides comme un cadavre, puis des supplications, et enfin le silence. Un silence que je savourais comme un bon Bordeaux, amer et corsé. J'avais coupé le cordon. Définitivement. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine bien huilée, métro ligne 1 jusqu'à Franklin D. Roosevelt, réunion avec des clients en costard 3 pièces qui parlaient fusion-acquisition comme d'autres parlent météo, et des dîners solitaires dans des bistrots de Montmartre où le vin rouge coulait pour noyer les échos de l'enfance. Je me rappelais les dimanches à Vienne, notre maison de famille en pierre blonde au bord du Rhône, où Élise monopolisait l'attention. « Regardez ce que j'ai dessiné », disait-elle en brandissant un gribouillis, et papa applaudissait, maman serrait dans ses bras. Moi? Je lisais en silence dans un coin, mes bulletins scolaires parfaits ignorés comme des feuilles mortes. C'était injuste, je le savais depuis l'adolescence. Élise avait hérité de la beauté flamboyante de maman aux cheveux châtains ondulés, yeux verts perçants, tandis que j'étais là sérieuse, la tête dans les livres, avec mes lunettes et mes cheveux tirés en chignon strict. Mais l'injustice ne s'arrêtait pas là. À 18 ans, quand Élise avait fugué pour suivre un musicien à Berlin, c'est moi qui avais pris le train pour la ramener, terrifié à l'idée qu'elle finisse en overdose dans un squat. À 22, quand elle avait perdu son appartement pour dette de jeu, c'est mon premier salaire qui avait payé le dépôt de garantie. Et maintenant, à 30 ans pour elle, 30 ans de sa vie gaspillée, elle osait me demander de la sauver encore? Non. J'avais dit stop. Et pour la première fois, je me sentis libre, comme si un poids invisible s'était évaporé dans l'air parisien chargé d'odeurs de baguettes fraîches et d'échappement. Puis vint l'appel de maman. Sa voix, ce timbre doux et chevrotant qui masquait toujours une pointe de reproche, « Camille, ma puce, on a recueilli Élise. Elle est dans un état lamentable. Viens dîner ce week-end, à la maison. Il faut qu'on parle famille. » Je serrai le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Recueilli? Chez eux? Dans la maison que j'avais retapée de mes deniers aux nouvelles toitures après l'orage de 2022, cuisine équipée parce que leur pension ne suffisait pas. Et maintenant, elle squattait mon investissement,
comme une squatteuse légitime. Maman, je t'ai dit que c'était fini. Elle va vous plumer, comme toujours. Oh, Camille, ne sois pas si dure. C'est ta sœur. Le sang ne se discute pas, le sang. Ce mot me fit l'effet d'un coup de poignard. Si seulement elle savait. Je raccrochai, le souffle court, et fixai le mur de mon salon. Les photos de famille que j'avais gardées par habitude, pas par attachement semblaient me narguer, nous quatre, souriant à la plage de la Grande Motte, Élise au centre, radieuse. Mais derrière ces sourires plastifiés, il y avait le secret. Celui que j'avais découvert à 16 ans, en fouillant le grenier pour un devoir d'histoire. Une lettre jaunie, cachetée d'un sceau administratif, acte de naissance d'Élise, née d'une autre femme, une cousine de maman morte en couche. Papa n'était pas son père biologique. Maman l'avait élevé comme la sienne, par pitié, par honte familiale. Et moi? J'étais la seule vraie fille, celle du mariage légitime. Il pensait que je l'avais oublié, ce papier que j'avais remis en place sans un mot. Mais il pourrissait dans un coin de mon esprit, comme une moisissure prête à tout envahir. Élise n'était pas du sang. Pas le mien, en tout cas. Et maintenant, il la choisissait elle, encore une fois. Ce soir-là, dans le silence de mon lit king-size au drap en lin égyptien, je pris ma décision. Radicale, impitoyable, calculée au millimètre comme un audit financier. Je n'allais pas hurler, pas supplier. Non. J'allais les laisser mijoter dans leur soupe familiale empoisonnée, et quand le moment serait venu, je lâcherais la bombe. Pas pour l'argent, j'en avais assez pour 3 vies. Pour la justice. Pour effacer 30 ans de faveurs imméritées. Et pour que, enfin, ils voient la fissure dans leur façade parfaite. Le week-end arriva trop vite, sous un ciel de plomb qui promettait l'orage. Le TGV de Paris à Lyon me berça d'un ronronnement hypnotique, mais mon esprit bouillonnait. J'avais passé la semaine à peaufiner mon plan, d'abord, infiltrer. Jouer la fille repentante, la sœur aimante. Puis, semer le doute. Une allusion ici, un document oublié là. Et enfin, l'explosion, confronter Élise avec la vérité, la voir s'effondrer, puis laisser maman et papa ramasser les morceaux ou plutôt, les voir se déchirer pour de bon. À la descente du train, gare de Lyon-Pardieu bruissait de la foule anonyme, mais je me sentais seul au monde. La Clio de papa m'attendait sur le parking, Élise au volant, ironie du sort, elle avait toujours conduit comme une reine, même quand elle n'avait pas d'essence. Salut, Frangine, lança-t-elle d'un ton faussement léger, ses yeux cernés trahissant les nuits blanches. Elle avait maigri, ses pommettes saillantes comme des lames sous la peau pâle. Pitié? Non. Satisfaction. Le trajet jusqu'à Vienne fut un monologue, ses galères au casino en ligne, ses rêves brisés de devenir influenceuse, ses excuses larmoyantes pour les emprunts non remboursés. Je hochai la tête, murmurai des compatissants, mais intérieurement, je comptais les minutes jusqu'à l'attaque. À table, ce serait le premier coup. La maison avait changé peu, le jardin envahi par les herbes folles que je n'avais plus le temps de tondre, la véranda où maman servait le kir en apéritif. Papa m'embrassa sur les 2 joues, son odeur de pipe et de vieux livres me ramenant à l'enfance. Ma fille prodigue. Assieds-toi, on t'attend. Le dîner fut un théâtre bien rodé, gigot d'agneau rôti à la provençale, pommes de terre sautées, et vin de la vallée du Rhône qui coulait comme un fleuve de mensonges. Élise monopolisait la parole, racontant ses projets d'un stage en marketing digital, financé par qui, je me demandais. Maman buvait du petit lait, papa opinait du chef. Moi, je souriais, remplissant leur verre, attendant le bon moment. Il vint avec le dessert, une tarte aux pommes maison dont la croûte dorée craquait sous la fourchette. Vous savez, dis-je d'une voix douce, en fouillant dans mon sac, j'ai retrouvé ça l'autre jour. Un vieux papier de famille. Je posai l'enveloppe sur la table, l'acte de naissance photocopié, j'en avais fait une copie numérique, bien sûr, mais celle-ci était l'original, jaunie par les ans. Le silence tomba comme une guillotine. Élise pâlit, maman se figea, la cuillère en l'air. Papa toussa, cherchant ses mots. Camille, qu'est-ce que... Lisez, papa. Élise n'est pas ta fille. Pas biologiquement. Maman l'a adoptée en secret après la mort de tante Claire. 30 ans de mensonges. Et maintenant, vous la choisissez elle, encore? Les cris éclatèrent, Élise hurla que j'étais une menteuse, une jalouse pathétique, maman pleura, accusant la curiosité mal placée de l'adolescence, papa, stoïque,
murmura que le sang n'était rien face à l'amour. Mais l'amour? C'était une farce. J'avais vu leurs regards se croiser, la culpabilité nue comme un os saillant. Je me levai, calme en surface, tempête dessous. Profitez bien de votre famille recomposée. Moi, je rentre à Paris. Mais ce n'est que le début. Dans la voiture qui me ramenait à la gare, sous la pluie qui martelait le pare-brise, je sentis le premier frisson de la vengeance, froide, précise, inéluctable. Ils pensaient que c'était fini? Non. J'allais les disséquer, couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste que des regrets nus. Les semaines suivantes furent un balai de textos non lus et d'appels en absence. Élise tenta de me harceler sur Instagram des stories larmoyantes de réconciliation familiale avec des filtres pastels qui masquaient à peine ses yeux gonflés. Maman envoya une lettre manuscrite, plume doigt et tout le tremblement, « Pardonne-nous, ma chérie. C'était pour te protéger. Élise est ta sœur, point final. » Protéger? De quoi? De la vérité qui m'avait rongé comme un acide lent? À Paris, je me repliai dans mon cocon haussmannien, les moulures en plâtre et les parquets cirés comme des remparts contre le monde. Mon travail devint une obsession, des nuits blanches à modéliser des risques financiers, à anticiper les chutes boursières comme si c'était les miennes. Mais chaque tableur Excel cachait un autre plan, plus personnel. J'embauchai un détective privé, un ancien flic lyonnais au nom évocateur de Moreau, qui fouilla le passé d'Élise comme un chien de chasse. Les rapports arrivèrent par mail crypté, dettes de jeux non remboursées à un usurier du quartier des Brotteaux, un amant marié qui l'avait largué enceinte, fausse alarme, avortement discret, et pire, des chèques falsifiés sur le compte de maman, il y a 5 ans, pour un investissement foireux. C'était de l'or en barre. Pas pour la police trop mesquin, trop familial. Non, pour la guerre psychologique. Je commençai par les petites piqûres, un mail anonyme à Élise, avec des captures d'écran de ses dettes, signé un ami qui sait. Elle paniqua, bien sûr, ses postes devinrent erratiques, mélange de défiance et de désespoir. Puis, pour les parents, une lettre recommandée, avec les preuves d'échec, et une note laconique, elle vous vole depuis des années. Ouvrez les yeux, ou je le fais pour vous. Leur réponse fut un appel groupé, tard le soir, où les voix se chevauchaient comme des vagues en furie. Papa, la voix brisée, comment peux-tu nous faire ça, Camille? On t'a tout donné. Tout donné? J'éclatai d'un rire froid, celui qui fait frissonner même les traders de la bourse. Tout donné? Vous m'avez élevé dans l'ombre d'une imposture. Élise n'est pas votre sang, et pourtant, vous l'aimez plus que moi. C'est moi qui ai tout donné, l'argent, le temps, le silence. Et maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé. Maman sanglota, Élise jura, mais je coupai court. Le vrai coup viendrait plus tard. J'avais contacté un avocat spécialisé en succession, un requin parisien nommé Duval, qui sirotait son café en m'écoutant. Vous voulez contester l'héritage? Facile. Avec cette preuve d'adoption non déclarée, on peut arguer que les biens familiaux à la maison, les comptes doivent être révisés. Élise n'a droit à rien. Mais l'argent n'était pas le but. C'était la destruction. Voir Élise s'effondrer sous le poids de son imposture, maman rongée par la culpabilité d'un secret trop longtemps gardé, papa confronté à l'illusion d'une paternité factice. Je les imaginais dans leur cuisine de Vienne, la tarte aux pommes remplacée par des assiettes intactes, le silence pesant comme du plomb. Pourtant, au fond de moi, une fissure. Était-ce vraiment de la vengeance, ou juste la revanche d'une petite fille blessée? Les nuits, quand Paris s'endormait sous un ciel étoilé rare, je revivais les souvenirs, Élise me défendant contre les garagistes moqueurs à l'école, partageant son goûter quand maman oubliait le mien. Était-elle vraiment l'ennemi? Ou juste une autre victime de ce nid de serpents qu'était notre famille? Non. Je chassais la faiblesse. La décision était prise. Radicale. Et demain, le détective Moreau m'enverrait le dossier final, des preuves que papa avait soupçonné la vérité dès le début, mais choisi le mensonge pour préserver l'unité. L'unité. Quel beau mot pour de la lâcheté. Le mois d'août apporta la canicule, cette moiteur suffocante qui transforme Lyon en fournaise et Paris en mirage flou. Je pris des congés ou une première depuis mon entrée en poste et descendis à Vienne incognito, louant une chambre d'hôte anonyme près du Rhône. L'idée était simple, observer, infiltrer, frapper. Moreau m'avait fourni les horaires, Élise cherchait du travail à mi-temps dans un café du centre-ville, maman jardinait pour tromper l'angoisse, papa errait dans ses livres comme un fantôme. Je commençai par Élise.
Assise à une table extérieure du café des négociants, sous les arcades ombragées, je la vis servir des expressos avec un sourire forcé, ses ongles rongés trahissant l'attention. Quand elle prit ma commande une salade niçoise et un verre d'eau pétillante, nos regards se croisèrent. Un éclair de reconnaissance, puis le déni. « Vous me rappelez quelqu'un » murmura-t-elle, la voix tremblante. Je souris, celle du chat qui a avalé le canari. Peut-être une vieille connaissance. Dites-moi, Élise, comment va la famille? Son plateau vacilla, le verre tinta contre l'assiette. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui sait tout. Sur Tante Claire, sur l'hôpital de 1995, sur le secret que maman garde dans son tiroir à sous-vêtements. Je glissai une photo sous la serviette, l'acte de naissance, avec l'adresse de l'accouchement clandestin soulignée en rouge. Elle blêmit, s'effondra sur une chaise vide. Camille? C'est toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas qui tu crois. Et eux non plus. Profite de ton shift, sœur. Mais souviens-toi, le sang ment. Je partis sans payer, laissant la photo comme une mine antipersonnelle. Ce soir-là, le chaos éclata. Moreau, vigilant, m'envoya une alerte, sirène de police près de la maison. Élise avait craqué, hurlant la vérité à la cantonade, accusant maman de l'avoir volée à une morte. Les voisins, ces commères lyonnaises aux rideaux toujours tirés, colportèrent les ragots jusqu'au lendemain. Maman fit une crise d'angoisse, hospitalisée pour tachycardie, papa appela, la voix éraillée, reviens, Camille. On a besoin de toi. C'est la fin de tout. La fin? C'était le début. J'embarquai dans le TGV de retour, le cœur gonflé d'une euphorie malsaine. Mais en chemin, un appel d'avocat Duval, Madame, il y a un hic. L'acte est authentique, mais votre sœur. Elle prépare un suicide. Lettre d'adieu trouvée par vos parents. Le train freina en urgence dans mon esprit. Suicide? Élise, cette feignasse flamboyante, capable de se pendre pour un regard de travers? Non. C'était du bluff, une ultime manipulation. Pourtant, le doute s'insinua, froid comme la clim du wagon. Était-ce ma vengeance qui l'avait poussé au bord? Ou juste sa vie pourrie qui rattrapait ses dettes? À Paris, je fouillais les réseaux, un poste d'Élise, effacé mais capturé par Moreau. Désolé, maman. Je ne suis pas à ma place ici. Les commentaires pleuvaient, courage, Élise, de pseudo-amis, et un like discret de maman. Pitié. Elle se liguait encore contre moi. Je décidai d'accélérer. Rendez-vous avec Duval le lendemain, on intentait une action en justice pour révision successorale, citant l'adoption frauduleuse. La maison de Vienne? Hypothécaire, partagée. Élise en sortirait nue, sans un sou. Et pour le clou, j'envoyai à papa un dossier complet, ses propres doutes, notés dans un journal intime que Moreau avait emprunté lors d'une visite factice. La réponse fut un silence radio. Puis, une semaine plus tard, une confrontation surprise. La sonnette de mon appartement tinta un soir de septembre, puis battante dehors. Élise, trempée, cheveux plaqués, yeux fous. Laisse-moi entrer, salope. On va causer. Je l'invitai, par curiosité plus que par compassion. Dans mon salon au meuble design, elle dégoulina sur le tapis persan, crachant son venin, tu crois que t'es meilleur. T'es qu'une machine à cash, sans cœur. Maman m'a tout dit, t'as fouillé le grenier comme une voleuse. Mais devine quoi? Papa sait depuis le début. Il m'aime quand même. Toi? T'es juste la remplaçante. Le coup porta, un instant. Mais je ripostai, voix de velours empoisonnée, remplaçante? C'est toi l'intruse, Élise. Née d'une erreur, élevée par pitié. Et maintenant, tu vas payer pour chaque euro que j'ai versé en pensant te sauver. La justice arrive. Demain, citation à comparaître. Elle se leva, titubante, et cracha, tu vas regretter. On est du même sang, que tu le veuilles ou non. La porte claqua, écho dans le vide. Cette nuit-là, le doute devint tempête. Était-ce du sang? L'ADN ne ment pas, mais les liens. Ils tordent tout. Je bus, trop, un armagnac qui brûlait la gorge comme des remords. Et si la vengeance me dévorait plus que? Le procès s'ouvrit en octobre, sous les feuilles mortes de l'automne lyonnais. Tribunal de grande instance,
salle aux boiseries sombres où les avocats dansaient leur valse verbale. Duval, impeccable, déroula les faits, adoption non déclarée, bien mal répartie, préjudice moral pour la vraie fille. Élise, flanquée d'un avocat commis d'office, pleura comme une madeleine, racontant une vie de rejet. Maman et papa, côte à côte, visage tiré, témoignèrent d'un amour inconditionnel pour elle, bien sûr. Le juge, un homme aux lunettes pincées, ajourna pour expertise ADN. Mais avant, le coup de théâtre, Élise, en larmes au couloir, me glissa, j'ai fait un test. Papa est mon père. Biologique. Maman a menti pour tout le monde. Le monde vacilla. Duval confirma plus tard, l'acte était un faux, fabriqué pour couvrir une liaison de maman. Élise était bel et bien leur fille. Moi? La bâtarde? Non, un autre secret, j'étais adopté aussi, bébé abandonné, choisi pour compléter la famille après la mort de Claire. La révélation me frappa comme un train. 30 ans de mensonges emboîtés. La vengeance s'effondra, poussière dans ma bouche. Au lieu de triompher, je vis la absurdité, nous n'étions que des pions dans leur jeu de dupes. Je retirai la plainte ce soir-là, appel anonyme au tribunal. Puis, face à eux, dans la maison de Vienne, sous un ciel d'hiver clair, assez. On recommence à zéro. Ou on s'entretue pour de bon. Ils acceptèrent, brisés. Élise, sobre depuis un mois, murmura un merci. Maman avoua tout, les peurs, les amours coupables. Papa serra ma main, première fois depuis l'enfance. Ma décision radicale? Pardonner. Pas par faiblesse, mais par lucidité. La vraie vengeance, c'était vivre sans chaîne. Et Paris m'attendait, plus lumineuse que jamais. Mais au fond, une braise, si jamais il recommence.